Tout a commencé par une tasse qui m'a glissé des mains, son corps en porcelaine décrivant un arc de cercle au ralenti avant de se briser sur le carrelage. Un bruit qui aurait pu attirer mon attention en d'autres circonstances. Mais à cet instant, ce n'est pas le fracas qui m'a saisi. C'est la voix de mon père qui a résonné dans la cuisine. Ces mots ont fait trembler les vitres et le sol sous mes pieds. « Que as-tu fait » a-t-il demandé. Et j'ai senti le poids de toutes les accusations du monde peser sur mes épaules de jeune fille de 19 ans. Je suis resté immobile, à regarder des éclats blancs déchiquetés se disperser à mes pieds, et j'ai souri, car je m'attendais à cette réaction. Je m'étais préparé au pire, et pourtant, chaque mot m'a blessé plus profondément que je ne l'avais imaginé. Ma mère, Joyce, se tenait à ses côtés, les bras croisés et le regard glacial, comme si j'avais gravé ma trahison dans les armoiries de la famille de mes propres mains. Ils ne m'ont pas demandé si j'allais bien. Ils ne m'ont pas demandé où était Ava. Ils ne nous ont pas demandé si nous avions bien réfléchi ni comment nous allions gérer la situation. Ils ne voyaient qu'une chose, un garçon qui avait gâché sa vie. J'ai fermé les yeux un instant et j'ai inspiré, goûtant l'âcre odeur de peur mêlée à autre chose. De l'excitation peut-être, ou de l'espoir. Je les ai rouverts et je l'ai vue. Ava, ma femme depuis presque 6 mois, se pressait contre la porte derrière moi, le visage pâle et résolu. Elle a pris ma main, a glissé ses doigts autour des miens, et je l'ai sentie trembler. J'ai serré légèrement en retour pour qu'elle sache qu'elle n'était pas seule. Mais je ne me suis pas tourné vers elle. Au lieu de cela, j'ai laissé mon regard parcourir mes parents une fois de plus, mémorisant les rides de déception gravés sur leur visage. J'ai redressé les épaules et relevé le menton, laissant le silence s'étirer jusqu'à devenir inconfortable. Puis je me suis détourné. Mon sac était déjà prêt. Quelques vêtements de rechange, mes manuels scolaires, une photo de nous prise la semaine dernière au parc. J'avais planifié cette journée, je l'avais répété mentalement pendant que je rangeais des cartons à l'entrepôt et remplissais des réservoirs d'essence toute la nuit. J'avais tout anticipé, la fureur de mon père, le dédain de ma mère, l'angoisse dans le regard d'Ava, mais je n'avais pas anticipé le calme que je ressentirais, la fermeté de mes mains. Peut-être était-ce dû à l'adrénaline qui coulait dans mes veines, ou à l'amour fou que je ressentais pour la petite vie qui grandissait dans le ventre d'Oblea. Mais tandis que je me dirigeais vers la porte, une certitude profonde m'envahit. Mon père m'appela, sa voix brisée par la colère et une sorte de peur, mais je ne me retournai pas. Les lèvres de ma mère remuèrent, formant des mots que je ne pus entendre, et les sanglots d'Ava restèrent coincés dans sa gorge. Pourtant, je ne vacillais pas. Je sortis dans l'air frais de l'après-midi, ajustai la sangle de mon sac à dos usé et inspira profondément, goûtant à la liberté pour la première fois. Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur l'allée. Mais je ne ressentis pas le froid. J'avais désormais un but. Je descendais la rue sans carte, confiante que le monde, au-delà des attentes de mes parents, m'accueillerait. À 16 ans, j'avais rêvé de cela, de tracer ma propre voie, de prouver que j'étais plus qu'une erreur, plus qu'une déception. À 19 ans, je tenais ce rêve dans ma main et le sentais comme une promesse. J'imaginais la vie qui m'attendait. Le petit appartement qu'Ava et moi partagerions. Les matins où nous nous réveillerions au son de notre respiration. Le jour où nous rencontrerions notre fils Miles et verrions dans ses yeux notre résilience, notre amour. Je savais que ce ne serait pas facile. Des factures à payer, des nuits debout à la station-service, la douleur sourde qui survient lorsque le monde semble me tourner le dos. Mais je n'avais pas peur de cela. Je me nourrissais de défis, du frisson de l'impossible, et de prouver que l'important ne résidait pas dans l'approbation des autres, mais dans la force de mes convictions. J'ai traversé la rue, passant devant le vieux chêne où j'avais joué enfant. Et pendant un instant, j'hésitais, la paume pressée contre son écorce rugueuse. Je fermais les yeux et laissais le souvenir m'envahir. Mon père m'apprenant à faire du vélo sous ses branches. Le rire de ma mère me parvint tandis que je vacillais, puis je tombais. Je repoussai la douleur dans ma poitrine, ouvris les yeux, ravala la boule dans ma gorge et me tournai vers l'immeuble quelques rues plus loin. Je trouvai Ava appuyée contre le mur de stuc fissuré, sa petite valise à ses pieds, les yeux brillants de larmes. Elle sourit en me voyant, et mon cœur se gonfla. Je lui pris la main et l'aidai à porter son sac, puis je baissai les yeux sur son ventre, toujours plat, mais rond, plein de promesses. Tout ira bien, murmurai-je. Elle acquiesça, pressant sa joue contre mon épaule. Ensemble, nous entrâmes et la porte se referma avec un bruit sec derrière nous, laissant le passé à sa place. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et violettes,
je tournai la clé dans la serrure et sentis le poids de 2 nouveaux noms peser sur ma poitrine, mari et père. Personne, chez moi, ne savait ce que j'allais devenir. Mais ici, dans cet appartement vide qui sentait la peinture, le diluant et le potentiel, je savais exactement qui j'étais. J'étais un homme qui ne se laisserait pas définir par les erreurs de ses parents ni par les murmures d'une petite ville. J'étais un homme avec ma propre famille, et mon avenir s'ouvrait devant moi, vaste et inexploré, attendant que nous avancions ensemble. La première nuit dans notre appartement me donna l'impression d'entrer dans un rêve que j'avais trop peur d'exprimer. La porte grinça sur ses gonds, et l'air froid qui s'en échappait, emportant avec lui une légère odeur chimique de diluant à peinture, devinai-je d'après une couche d'après appliquée à la hâte collée encore au mur. L'espace était exigu, presque claustrophobe, avec de la poussière de plâtre dansant dans le halo des ampoules individuelles et une fenêtre qui claquait contre son cadre chaque fois qu'un camion s'arrêtait dans la rue. Pourtant, debout au milieu du salon vide, regardant Ava presser sa paume contre la vitre glacée, une fierté féroce m'envahit. Ceci était à nous. À nous, par le sang, l'amour et une détermination obstinée. Elle se retourna alors, ses doigts se faufilant entre les miens au moment même où son ventre rond effleurait mon flanc, et je sentis le doux frisson de ce partenariat m'envahir. Son visage était pâle mais résolu, et je passai une mèche de cheveux derrière son oreille, émerveillé par la grâce qu'elle incarnait, même dans l'incertitude. La question tacite planait entre nous. Et maintenant? Et nous y avons répondu simplement en nous tenant côte à côte. Des fantômes de rire futur résonnaient sur les murs décorés. Il n'y avait ni chaise, ni table, pas même un coussin par terre. Mais il y avait une promesse. Dans le vide. Nous emplirions cet endroit de nos propres histoires, de nos propres espoirs. Mes quarts à l'entrepôt commençaient à l'aube, alors que le ciel était encore teinté de violet et d'orange, et je transportais des palettes sous les néons jusqu'à ce que mes muscles soient endoloris par l'effort. À midi, je revenais ici, affalé sur le sol nu, le dos contre le mur, et révisé pour mon service de nuit à la station-service. Ces nuits de 10 heures sous les néons vacillants des pompes n'offraient guère de récompense, si ce n'est le salaire régulier que nous déposions sur notre compte commun, et le pourboire occasionnel d'un chauffeur en panne qui esquissait un sourire à mon salut fatigué. Entre les livraisons et les vérifications nocturnes des pompes, je me retrouvais à esquisser des plans sur du papier brouillon, des budgets et des échéanciers, des objectifs et des imprévus. J'esquissais des schémas grossiers d'étagères que nous n'achèterions jamais et des listes de courses que nous ne pourrions jamais nous permettre. Lait, œufs, pain, des articles aussi précieux que du bon vin. Chaque plan comportait un refrain familier. Un jour où Miles nous sommes arrivés, mais aujourd'hui, nous n'avions que l'un l'autre et la fine couverture en coton que nous avions jetée par terre. Je me souviens du premier matin où je me suis réveillé seul, le sol froid contre ma joue, et comment j'étais resté allongé là, écoutant le léger ronflement d'Ava dans la pièce voisine. Son souffle régulier me rappelait pourquoi j'avais persévéré. J'ai fermé les yeux et murmuré dans l'obscurité. Tout ira bien. Elle ne s'est jamais plainte. Pas une seule fois. Quand ces nausées matinales l'ont envoyée pâle et tremblante sur le canapé, je suis revenu de l'entrepôt et je l'ai trouvée recroquevillée sur le ventre, une serviette humide sur le front. Je me suis agenouillé près d'elle et j'ai posé mon front sur son épaule, cherchant des mots qui me semblaient inadéquats. Elle m'a serré la main et m'a simplement dit « merci ». Et cela a suffi. J'ai appris à cuisiner des repas simples, du bouillon et du riz, du thé au gingembre infusé pour apaiser ses nausées, de la croûte de pain grillé cassée en morceaux tendres quand son appétit revenait. Nous avons survécu grâce à des allers-retours fréquents au magasin à $1 pour acheter des boîtes de pâtes et des légumes à prix réduit, et j'ai appris à transformer une boîte de haricots en 4 repas copieux. Le loyer était toujours dû, et les appels du propriétaire interrompaient parfois nos soirées comme de sourdes menaces. Mais Ava et moi lui faisions face ensemble, d'une voix ferme, tandis que nous négocions une semaine de plus, un jour de plus. Je me souviens qu'en lui tendant l'enveloppe de factures froissées, je me sentais comme un soldat en première ligne, tenant la ligne contre un ennemi que je comptais vaincre. Ava se tenait derrière moi, la main sur mon épaule. Et même si elle ne disait rien, je savais que sa présence me donnait de la force. Tard le soir, en rentrant de la station-service, mon uniforme froissé et les os épuisés, je trouvais Ava réveillée, lisant à la faible lumière de son téléphone portable. Elle me souriait. Ce sourire fatigué et triomphant qui disait « Tu as encore frappé ». Je m'affalais à côté d'elle et nous parlions de ce que demain nous réserve. La croissance de son ventre, le poids d'une nouvelle vie qui pesait sur nous, la forme que prenait notre amour dans les recoins exigus de cet endroit. Elle rêvait à voix haute de tenir notre bébé pour la première fois,
de voir ses poings se refermer et ses yeux écarquillés sur le monde. Je l'imaginais aussi, minuscule et féroce, et une bouffée d'espoir m'envahissait, chassant le froid de ces murs imprégnés de courants d'air. Notre famille nous avait abandonnés. Mes parents refusaient de répondre à mes appels ou d'ouvrir mes messages. La mère d'Eva avait cessé de répondre à mes SMS, convaincue qu'un mariage d'adolescente et une grossesse non désirée n'étaient synonymes que de malheur. Leur silence était assourdissant, un jugement qui flottait dans l'air comme une eau lourde. Mais dans ce silence, Ava et moi avons trouvé une force tranquille. Nous avons murmuré des promesses dans l'obscurité. Des promesses de protéger notre enfant, de construire une vie digne de son rire, de prouver à tous les sceptiques qu'ils avaient tort. Dans ces déclarations murmurées, nous avons découvert une clarté qu'aucun de nous deux n'avait connue auparavant. Cette famille ne se définissait pas par le sang ou l'approbation, mais par la loyauté. Et de présence. Nous étions ensemble, et cela a suffi à allumer un feu qu'aucun doute ne pouvait éteindre. Au fil des semaines, j'ai saisi toutes les occasions de me préparer. J'ai transformé une boîte en carton en berceau improvisé, l'isolant avec de vieilles serviettes et le recouvrant du tissu le plus doux possible. Pendant les pauses, je consultais des forums de parents sur mon téléphone, ajoutant des articles sur l'emmaillotage et les horaires des repas. Lorsqu'un collègue à l'entrepôt a remarqué mon stock de provisions, un paquet de couches que j'avais déniché à prix réduit, il m'a lancé un regard agacé et je lui ai adressé un sourire crispé. « On ne sait jamais », ai-je dit doucement, et il a hoché la tête, le respect brillant dans ses yeux. J'ai gardé ce moment en moi, un rappel que même les plus petits gestes de préparation peuvent changer la perception du monde. Un soir, un violent orage s'est levé, faisant trembler notre fenêtre et envoyant des rafales de vent à travers les fentes du cadre. L'ampoule a clignoté et tout l'appartement a été plongé dans une quasi-obscurité. Ava s'est serrée contre moi, les mains tremblantes. Je l'ai serrée contre ma poitrine, et je l'ai prise dans mes bras, la protégeant du hurlement de la tempête. J'ai murmuré, on est sain et sauf. Et malgré le tonnerre grondant et la pluie battante, j'y croyais de toutes mes forces. À cet instant, j'ai ressenti l'ampleur de notre engagement, l'ampleur du choix que nous avions fait de nous aventurer dans l'inconnu. Et j'ai compris que quoi que l'avenir nous réserve, les factures à payer, les nuits blanches, les railleries de ceux qui nous prenaient pour des idiots, nous l'affronterions ensemble. Notre amour serait notre ancre, et notre soleil notre boussole. Une fois la tempête passée, la lumière de l'aube s'est infiltrée par les fentes des fenêtres, et nous nous sommes endormis enlacés sur le sol. Je me suis réveillé avant Ava, regardant le ciel bleu pâle s'étendre sur la moquette poussiéreuse. Et dans cette douce lueur, j'ai vu notre avenir s'ouvrir. Il était imparfait, un blé. D'une réalité à couper le souffle. Je me suis levé, j'ai dépoussiéré mon jean et j'ai regardé autour de nous notre appartement vide, petit, plein de courants d'air, sentant le diluant à peinture. Et j'ai souri, car pour la première fois, j'ai compris. Cette maison n'était définie ni par les murs ni par les meubles, mais par les gens qui la remplissaient. Et la nôtre, était bâtie sur l'amour, la foi et la conviction profonde qu'un jour le monde reconnaîtrait que nous n'étions pas imprudents. Rien ne nous arrêtait. Tout a commencé avec Ava qui a vomi dans l'évier. Pas les nausées matinales habituelles, celles auxquelles nous étions habitués. Celles qu'elle esquivait avec une blague sans conviction et une gorgée de thé au gingembre. Non, c'était différent. Il y avait du sang dedans. Juste un peu, mais suffisamment pour qu'elle s'agrippe au comptoir. Son visage était pâle, son souffle haletant. J'ai traversé la pièce en quelques secondes, l'enlaçant avant que nous puissions parler. Elle m'a fait signe de partir d'une main tremblante, essayant de faire comme si de rien n'était. Je ne la croyais pas. Je n'y arrivais pas. Ce fut le début du drame. Le moment où j'ai compris que l'amour ne suffisait pas toujours. Que peu importe notre force, peu importe notre désir, nos corps avaient des limites. Et Ava avait atteint les siennes. Le médecin le bureau nous a donné des mots dont nous ne voulions pas: complications placentaires, nausées dues au stress, alitement. D'un coup, le rythme que nous avions construit au fil des mois s'est effondré. Je ne pouvais plus conserver mes 2 emplois. La station-service m'a laissé partir en premier. Une bénédiction, sans doute, même si je n'en avais pas l'impression à l'époque. Avec seulement mon travail d'entrepôt, nos finances se sont envolées plus vite que notre fierté ne pouvait suivre. J'ai vendu ma guitare sur ma tablette. Ava a pleuré quand j'ai échangé sa bague de fiançailles contre de l'argent pour les courses. Je lui ai embrassé les phalanges et lui ai dit que je n'avais pas besoin de bijoux pour me souvenir de ce que nous avions. Pourtant, le silence qui a suivi ce baiser est resté pesant entre nous.
La nuit, pendant qu'elle dormait sur le futon, un oreiller calé sous le dos. Assise par terre, je fixais des feuilles de calcul que je comprenais à peine. J'avais commencé des cours du soir en ligne quelques semaines plus tôt, finance, logistique, approvisionnement, tout ce qui, selon moi, pourrait nous construire une vie meilleure. Je n'avais pas d'ordinateur portable, seulement mon téléphone, et un poignet douloureux à force de taper des devoirs entre les livraisons et les recherches de couches. Je ne savais pas ce que je faisais la moitié du temps, mais je savais ce que je voulais. Une vie où je n'aurais pas à choisir entre la nourriture et la lumière. Une vie où Ava n'aurait jamais à avoir peur de son propre corps. Une vie où mon fils, notre fils, pourrait naître dans une situation autre que celle de la lutte. Je me suis accroché à ces cours comme à une bouée de sauvetage, persuadé que peut-être, juste peut-être, la connaissance pourrait devenir liberté. C'était un mardi que nous avons choisi le prénom Miles, orthographié avec un i. Ava a insisté, car il réécrit déjà notre histoire. J'ai hoché la tête, le prénom se fixant sur ma poitrine comme une armure. Miles, un prénom plein de mouvement, de profondeur. Je l'imaginais déjà. De petits points, de grands rêves. Je l'imaginais le serrant contre moi, sa tête posée là où la peur régnait autrefois. J'ai lu tous les articles possibles sur les soins aux nouveau-nés, découpé des coupons pour des couches que nous ne pouvions pas encore nous offrir, et me suis entraîné à installer un siège auto emprunté dans le hall de notre immeuble comme s'il s'agissait d'une opération du cerveau. Les voisins pensaient que je perdais la boule. Je m'en fichais. Je voulais être prête. Quand Ava a commencé à accoucher, c'était tôt, trop tôt. Son écran a percé l'appartement à 3h17 du matin. Brusque et paniqué. Je me suis redressé d'un bond, portant encore ma chemise de travail de la veille, et j'ai vu le sang en premier. Les draps étaient trempés. Je l'ai enveloppé dans une couverture, je l'ai porté dans les 3 étages, l'ascenseur étant en panne, et j'ai roulé comme un fugitif à travers les feux rouges et les carrefours déserts. Je n'ai pas arrêté de lui parler. Des mots doux et fermes que je n'étais même pas sûr qu'elle entende. Tu vas bien. Il va bien. On va bien. Je l'ai dit comme un chant, une prière, une promesse. J'ai dû murmurer le nom de Miles une centaine de fois avant d'arriver aux urgences. L'accouchement a été rapide et brutal. Ava a eu du mal à rester consciente. Ses ongles se sont enfoncés dans mon avant-bras et ses cris m'ont transpercé, mais je n'ai pas bronché. J'avais besoin d'être forte. J'avais besoin qu'elle voie quelque chose de stable dans un monde qui tourne trop vite. Quand il est arrivé, tout rouge, pleurant comme une tempête, je n'ai pas pu parler. Je suis resté là, les bras croisés. Je me suis affalé au bord du berceau, comme si c'était le seul point d'ancrage. Une infirmière m'a demandé si je voulais couper le cordon. J'ai hoché la tête. Mes mains tremblaient. Mon cœur, non. Miles a poussé un cri strident. Aigu, insistant, vivant, et je me suis effondré là, dans cette chambre stérile. Non pas par peur, mais parce que je savais au plus profond de moi que tout avait changé. Ils ont emmené Ava en observation, et je suis resté avec Miles. L'infirmière l'a placé dans mes bras, et pendant une seconde, j'ai eu du mal à respirer. Il était léger, incroyablement léger, sa peau douce et chaude contre ma poitrine. J'ai murmuré son nom encore et encore, mémorisant chaque cil, chaque rite de ses petites mains. Je lui ai promis des choses, certaines dites, d'autres non. Que je ne partirai jamais. Que je le protégerai du pire du monde. Que je lui apprendrai à construire, pas seulement à survivre. Ava est revenue quelques heures plus tard, pâle mais souriante. Elle l'a pris dans ses bras, et j'ai placé notre fils dans ses bras, observant un non-dit se dérouler. Entre eux, quelque chose de sacré. L'hôpital nous a laissé rester 2 jours. Quand nous l'avons ramené à la maison, l'appartement sentait encore légèrement le diluant à peinture. Mais maintenant, il sentait aussi le lait, les lingettes à la lavande et la douce douceur du lait pour bébé. J'ai tenu Miles toute la nuit pendant qu'Ava dormait, arpentant le petit espace et faisant des loopings, fredonnant des chansons que ma mère chantait avant de cesser de croire en moi. Et vers 3h du matin, alors que ses yeux se fermaient et qu'il se blottissait au creux de mon cou, j'ai ressenti à nouveau ce feu, cette soif insatiable de devenir plus grand. Ni par fierté, ni par vengeance, mais pour Miles. Pour Ava, pour chaque mur fissuré contre lequel nous nous étions appuyés, chaque quart de travail auquel nous avions survécu, chaque jour passé sans filet de sécurité ni seconde chance. C'était la nuit que je savais. Je construirais quelque chose avec ces mains fatiguées, avec ce cœur épuisé.
Je construirais une vie si solide que rien, ni leur silence, ni notre pauvreté, ni même les souvenirs de tasses cassées et d'accusations hurlées, ne pourraient l'apaiser. Tout démolir. Miles dormait sur ma poitrine, son cœur battant à tout rompre, et je regardais le ciel passer du bleu profond au gris. Un autre matin, une autre chance, et j'étais prête. J'ai commencé avec une camionnette. La mienne, une camionnette blanche cabossée avec une bosse sur la porte arrière et de la rouille qui s'incurvait sur le plancher comme une infection qu'on ne pouvait pas se permettre de soigner. Elle sentait encore légèrement l'essence et les lingettes pour bébé, de l'époque où on l'utilisait pour tout transporter. Meubles, courses, Ava et Miles quand on devait faire des courses et qu'on n'avait pas les moyens de payer l'essence pour 2 voyages. Mais cette camionnette était le début de quelque chose de plus grand. Je venais d'être licencié de l'entrepôt, le 2e emploi en un an qui m'a filé entre les mains comme de l'eau. Pas de préavis, pas d'indemnité, juste le regard apitoyé d'un directeur qui marmonnait quelque chose à propos de coupes budgétaires et du fait qu'on est un travailleur acharné, mais que c'est une question de chiffres. Je suis rentré à la maison, j'ai déposé mon dernier chèque sur le comptoir de la cuisine et j'ai contemplé la silhouette endormie de mon fils, Miles, maintenant à peine âgé d'1 an. J'avais 1 an, les bras croisés au-dessus de la tête, comme s'il ignorait que le monde essayait de nous écraser. Et j'ai pris une décision. S'il ne me donnait pas de place à la table, j'en construirais une moi-même. J'ai utilisé d'anciens contacts de l'époque où j'étais accouchement, des SMS de la clinique, des responsables de l'arrière-boutique, une infirmière qui se souvenait que j'arrivais tôt et que je partais tard. J'ai commencé à proposer des petites livraisons, des médicaments, des kits de soins des plaies, des fournitures orthopédiques aux cliniques et aux maisons de retraite de la ville. J'ai appelé ça Oakbridge Logistique, d'après le petit parc qu'Ava et moi traversions au début de notre relation, celui avec le vieux bac en chêne au-dessus du pont en bois qui craquait sous nos pieds. Ce nom m'a rappelé pourquoi je faisais ça. J'ai déposé une demande de SARL à la bibliothèque publique en utilisant leurs ordinateurs et une carte de crédit empruntée, et j'ai imprimé des cartes de visite sur du papier à prix réduit. Je n'avais pas de bureau, alors je travaillais depuis le siège avant du van, notre appartement et parfois le café qui me laissait m'asseoir pendant des heures si j'achetais un muffin et laissais un bon pourboire au barista. C'était le chaos au début. Mon emploi du temps était une toile d'araignée de dépôts matinaux et de mets tardifs. Ava observait Miles tandis que je zigzaguais à travers la ville dans cette camionnette délabrée, serrant factures et reçus comme de l'or. Elle préparait mon déjeuner tous les matins, 2 sandwichs au beurre de cacahuètes, une pomme et une thermos de café tiède, et m'embrassait le front avec cette grâce fatiguée que seules les mères connaissent. Miles commençait tout juste à marcher, maigre, ses petites jambes vacillant comme un personnage de dessin animé ivre. Chaque pas qu'il faisait était un défi lancé à l'univers. Je grandis. Essayez de m'arrêter. J'ai mis cette énergie dans chaque affaire que je proposais, chaque contrat pour lequel je me battais. Quand Miles a eu 1 an, j'avais 4 clients réguliers et assez d'argent pour embaucher mon premier chauffeur, Ken, un ancien militaire à l'épaule cassée et au travail acharné. Il conduisait comme si chaque minute était une mission, et les clients l'adoraient. J'ai acheté une 2e camionnette à un type qui tenait une entreprise de remorquage et qui n'avait pas eu le temps de la réparer. Elle m'a presque tout coûté, mais nous avons repeint. Nous avons remplacé l'ancien logo par des panneaux magnétiques et ajouté notre nouveau. Oakbridge Logistique, fiable, local, ponctuel. Ce n'était pas luxueux, mais c'était authentique. Notre salon est devenu le centre névralgique. Des presse-papiers empilés dans les coins, des reçus scotchés au mur, des kilomètres à parcourir entre les boîtes de gants en latex et les kits d'échantillons. Ava a plaisanté en disant que le canapé était devenu ma chaise de réunion. J'ai hoché la tête, faisant semblant de rire même si j'étais trop épuisé pour bouger. Mais c'était significatif qu'elle ait dit à ma réunion qu'elle l'avait vu, qu'elle y croyait. Nous n'étions pas riches. Loin de là. Mais pour la première fois, nous ne survivions pas non plus à peine. Je me souviens d'être debout à l'épicerie, fixant un paquet de couches de marque et vraiment réalisant que je pouvais me les permettre sans calculer mentalement ce qui resterait pour l'essence. C'était une joie des plus étranges. J'ai appelé Avala, dans le rayon, et lui ai murmuré, on a réussi, en quelque sorte. Elle a ri et pleuré en même temps. Moi aussi. Le 2e anniversaire de Miles, j'avais 6 employés, 3 chauffeurs, 2 assistants administratifs, un à temps partiel, un à distance, et un coordinateur d'entrepôt dont j'avais du mal à croire qu'il avait accepté. Nous avons emménagé dans un petit bureau loué avec une réception, 2 box et un réfrigérateur qui sentait le thon en permanence. C'était hideux. C'était parfait.
J'ai acheté un bureau d'occasion lors d'une vente aux enchères et j'ai placé le dessin de Miles, un croquis au crayon de notre famille avec l'inscription « Daddy Troops », juste à côté de mon écran. Ce dessin m'a servi de point d'ancrage pour les longues journées et les nuits encore plus longues. Je n'ai rien dit à mes parents. Pas par méchanceté, juste par silence. Ils ne m'avaient pas contacté, même après l'opération d'urgence d'Ava, alors que Miles n'avait que quelques mois. Pas quand nous avons failli être expulsés cet hiver-là. Ni pour la naissance, ni pour les anniversaires, ni pour les événements marquants de Miles. Alors, j'ai arrêté de regarder leur nom sur mon téléphone, j'ai arrêté d'espérer, j'ai laissé leur absence se figer en quelque chose que je n'avais plus besoin d'expliquer. Pour eux, j'étais toujours l'erreur d'adolescent qui avait gâché sa vie. Et je n'avais aucune envie de corriger leurs suppositions. Pas encore. Puis, un après-midi, je suis entré dans un restaurant du centre-ville pour un rendez-vous avec un nouveau fournisseur et j'ai croisé Madame Hartford, notre ancienne voisine. Elle a eu un hoquet de surprise en me voyant en tailleur, un portefeuille en cuir à la main, serrant la main d'une personne en blazer. « C'est vous » a-t-elle demandé. En clignant des yeux. « Vous avez l'air différent. » J'ai juste souri et me suis présenté comme il se doit, en lui serrant la main. « Ravi de vous revoir, madame. » Elle a jeté un coup d'œil à mon alliance, au logo sur mon portefeuille, et quelque chose a brillé dans ses yeux. De la reconnaissance ou peut-être de la fierté. Je ne sais pas si elle a raconté ce qu'elle avait vu à mes parents. Je n'ai pas posé la question, mais une semaine plus tard, ma cousine m'a tagué dans une publication d'une tante éloignée. Fière des jeunes qui font de grandes choses. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le premier signe avant-coureur. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai trouvé Ava assise sur le porche, Miles blotti à côté d'elle, endormi, une brique de jus à la main. Elle a levé les yeux vers moi et m'a dit, « Il commence à entendre. » À propos de toi. Je me suis assis à côté d'elle, lui ai pris la main et ai regardé notre rue, calme, sans prétention, mais la nôtre. « Laisse-les faire, ai-je dit. On n'a pas construit ça pour eux, mais ils vont le voir quand même. » Elle a posé sa tête sur mon épaule. Et pour la première fois depuis des années, le feu dans ma poitrine ne ressemblait plus à de la douleur. C'était comme un héritage. Quand Miles a eu 5 ans, j'avais cessé de me demander si mes parents appelleraient un jour. Ce n'était plus de l'amertume. C'était un silence qui s'était installé, quelque chose qui ne me faisait plus mal. Mon téléphone n'affichait jamais leur numéro. Ni pour les anniversaires, ni pour les anniversaires de mariage, pas même le jour où Ava a failli mourir. Cet après-midi-là, elle s'est effondrée dans la cuisine. 1 minute à rire en préparant un croque-monsieur, la suivante s'effondrant par terre, se tenant le côté. L'ambulance est arrivée vite, l'opération aussi. Appendice rompu. Danger de mort, disait-il. Mais nous l'avons détecté à temps. Je suis resté assis dans la salle d'attente de l'hôpital pendant 6 heures, les mains dans les poches. Je tremblais, le téléphone sur les genoux, parcourant tous les contacts de mon téléphone, passant mes parents sur mon dos comme s'ils étaient des fantômes. Je n'ai pas appelé. Je ne voulais pas la pitié de ceux qui m'avaient déjà enterré. Miles est resté chez notre voisin, et quand Ava a enfin ouvert les yeux, pas les groggy mais vivante, je lui ai pris la main et lui ai dit que je ne la laisserai plus jamais partir. Pas au sens figuré, mais au sens propre. J'ai pris 3 semaines de congé, annulé des réunions, repoussé des appels clients. J'ai cuisiné, nettoyé, soigné son dos comme si ma vie en dépendait. Et d'une certaine manière, c'était le cas, car Ava était là, dans les tranchées, avec moi, depuis le début. Elle n'avait pas bronché quand la vie d'expulsion est arrivée. Elle ne s'est pas plainte quand nous avons partagé une veste à 3 ce premier hiver. Et quand le monde nous a traités de gosses jouant à la maison, elle a continué à construire notre maison quand même. Alors non, je n'avais pas besoin de la compassion de mes parents. J'avais l'amour que j'avais construit, pas celui que j'avais perdu. La logistique d'Oak Ridge continuait de croître. J'ai étendu mon activité à 3 régions, puis à 5. Mon bureau a déménagé de la location aux odeurs de thon vers un nouveau bâtiment aux fenêtres pleine hauteur et aux salles de conférences portant des noms d'arbres, chênes, bouleaux, séquoias. Je portais désormais des costumes, non par coquetterie, mais parce que les réunions avec les investisseurs exigeaient du raffinement. Malgré tout, je gardais la vieille camionnette garée derrière notre bâtiment principal, rouillée, à peine praticable. Mais je ne pouvais pas la laisser partir. Cette camionnette avait porté le poids de nos débuts. Elle avait été notre garde-manger, notre crèche, notre quartier général mobile.
Mes employés en plaisantaient. Je souriais simplement. Nous avons acheté une maison. Pas une grande étape à Aix-en-Graveleuil, mais avec un jardin où Ava pouvait se perdre et un bureau donnant sur la pelouse arrière où Miles faisait maintenant des tours de vélo après l'école. Le jour de notre emménagement, je me souviens avoir marché de pièce en pièce, émerveillé par la lumière du soleil frappant le parquet, l'écho de nos rires remplissant chaque espace comme une bénédiction. Debout dans la cuisine, celle avec l'îlot central dont Ava avait toujours rêvé, je la regardais ouvrir un placard comme si elle n'arrivait pas à y croire. Miles il a traîné des cartons à l'étage, annonçant la fonction de chaque pièce comme un agent immobilier présentant une maison témoin. Ce soir-là, après qu'il se soit endormi sous ses étoiles phosphorescentes, Ava et moi nous sommes assis sur la véranda. Elle s'est penchée vers moi et a murmuré « On n'est pas censé avoir ça ». Je l'ai embrassée sur la tempe, ce qui signifie que nous l'avons mérité 2 fois. Les années ont filé. Oak Ridge a franchi le cap du $1 million de chiffre d'affaires. J'ai participé à d'autres conférences, salons professionnels, discussions sur l'expansion, mais je n'ai jamais manqué un seul anniversaire de Miles. Je n'ai jamais manqué une réunion parents-professeurs, un rendez-vous chez le dentiste, une foire scientifique. J'étais là pour tout. J'en étais fier. Miles a dit un jour, « Papa, tu es comme un super-héros, mets ta cape, c'est ton calendrier. » Cette phrase m'est restée en mémoire. Plus il grandissait, plus il posait de questions auxquelles je ne savais pas répondre. Ai-je une autre grand-mère? Pourquoi je ne vois pas grand-père? Je lui ai toujours dit la vérité. Adapté à son âge. Que certaines personnes choisirent la distance. Cette famille n'est pas toujours bienveillante. Cet amour est un acte, pas un lien de sang. Il l'acceptait la plupart du temps. Pourtant, un jour, après qu'un camarade se soit vanté d'avoir passé le week-end avec tous ses grands-parents, Miles est rentré tranquillement, s'est assis dans l'escalier et n'a pas dit grand-chose. Je me suis assis à côté de lui, j'ai passé mon bras autour de ses épaules et j'ai dit, « Tu as ceux qui sont restés, gamin. » Et parfois, c'est tout ce qui compte. Il a hoché la tête. J'aimerais tellement qu'il me voie maintenant. Te voir. Il serait désolé. Je l'ai regardé. 10 ans, intelligent comme un diable, empathique d'une manière qui m'a rendu fier et terrifié à la fois. Et j'ai dit, ils auraient de la chance de te connaître, Miles. Mais ce n'est pas à toi de le leur faire comprendre. Il s'est penché vers moi, et nous sommes restés assis là jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse. Au travail, j'ai embauché d'autres personnes qui me rappelaient mes débuts, jeunes, négligés, affamés. Je les payais bien, leur offrais des avantages sociaux, les écoutais parler. Mon directeur des opérations était Brian, le cousin d'Ava, un stratège perspicace qui était au chômage lors de notre rencontre à ce barbecue. Il nous a aidés à doubler notre réseau de distribution en 6 mois. Je l'ai recruté non pas parce qu'il était de la famille, mais parce qu'il comprenait ce que signifiait être sous-estimé. C'était notre langage. Bâtir des empires dans l'ombre du doute. Pourtant, malgré tout ce que nous avions, il y avait des jours où je me surprenais à fixer mon téléphone, me demandant s'il n'y aurait pas de message vocal. Nous avions tort. Et je suis fier de toi. Il n'est jamais arrivé. Pas même le jour où Miles a remporté la première place du concours scientifique régional pour la conception d'une application logistique qui planifiait les itinéraires de livraison plus efficacement que certains de nos logiciels existants. Je l'ai pris en photo avec son certificat, son sourire large, les yeux de la fierté, et je l'ai presque envoyé à ma mère. J'ai tapé le message 3 fois, je l'ai supprimé à chaque fois parce que j'ai réalisé quelque chose en regardant Ava le serrant dans ses bras, ses yeux brumeux, son sourire inébranlable. Nous ne manquons rien. Ils étaient manqués en regardant Miles devenir un garçon qui a posé des questions avec un but. Ils ont manqué de regarder Ava devenir le genre de femme qui a transformé un appartement fissuré en royaume. Ils ont manqué de me regarder s'élever des planchers d'usine et des changements de station-service dans les salles de conférence et les étapes d'ouverture. Et peu importe le nombre de lettres qu'ils n'ont pas écrites, combien de jalons ils ont ignorés, ils ne pourraient jamais en prendre tout. Nous n'avons pas été oubliés. Nous étions tout simplement trop loin pour qu'ils puissent le voir. Et j'avais longtemps cessé d'attendre d'être vu. Les Miles d'été ont eu 10 ans. L'air était différent, comme s'ils portaient l'odeur de possibilité avec le poids de quelque chose de vieux démêlant. Les nuits étaient plus fraîches que d'habitude, et je me souviens qu'Ava marchait pieds nus dans le jardin, ses doigts brossant le dessus de ses plantes de tomates comme elle essayait de sentir l'avenir pousser sous sa peau. Nos vies s'étaient installées dans quelque chose de stable, peut-être même doux.
Oak Ridge était en plein essor. Miles était en bonne santé, brillant et plus audacieux que je n'aurais jamais osé être à son âge. Et pourtant, quelque chose a remué en moi, une agitation que je ne pouvais pas nommer. Je n'arrêtais pas de me dire que nous avions déjà gagné, que nous étions sortis de la tempête et que nous sommes maintenant enfin en clair. Mais la paix, j'ai appris, ne signifie pas l'immobilité. Parfois, cela signifie se tenir assez longtemps pour la prochaine occasion de vous trouver. Il est venu sous la forme d'une invitation de la mère d'Ava. Un barbecue, rien d'extravagant, juste une famille. Ces deux mots, juste la famille, étaient le genre qui prit dans ma gorge comme du gravier. Nous n'avions pas vu sa mère depuis des années. Pas depuis la grossesse d'Ava quand elle nous a ramenés comme stupides et nous a complètement coupés. Mais les gens changent. Ou peut-être que le temps sonne juste les bords de l'amertume jusqu'à ce que le regret commence à ressembler à une réconciliation. Ava m'a remis l'invitation comme si elle pourrait me mordre. Je ne m'attends à rien, dit-elle tranquillement. Je veux juste que Miles en sache plus que l'absence. J'ai hoché la tête, non pas parce que je voulais y aller, mais parce que je voulais qu'elle ressente les choses qu'elle m'avait données chaque jour depuis que nous étions adolescents. Soutien sans hésitation. Le barbecue était chez sa cousine Lena, un bungalow modeste avec un porche affaissé et l'odeur de sauce barbecue épaisse dans l'air humide. Je portais un polo et un jean. Miles avait l'air vif dans un bouton, il se cuit. Ava était calme sur la route, ses yeux se concentraient sur la route comme si elle se rendait en mémoire plutôt que dans la ville. Lorsque nous nous sommes arrêtés, je les ai vus sur la pelouse, sa mère, quelques cousins, une tante ou deux. Certains avaient l'air surpris de nous voir. D'autres hochaient la tête comme aucun temps ne s'était passé. La première demi-heure était raide. Conversation sur la pointe des pieds dans le passé, plongeant dans les conditions météorologiques et les travaux scolaires et la hauteur des miles. Puis Brian s'est présenté. Il était le cousin d'Ava du côté de son père. Plus âgé de quelques années, coupe de cheveux nette, manches roulées, et lunettes de soleil de créateur. Il s'est déplacé dans la cour comme quelqu'un qui dirigeait autrefois des salles de conférence, mais avait récemment cessé de prétendre qu'il le voulait toujours. Lorsque nous avons été présentés, il m'a serré fermement la main, ses yeux se rétrécissant de reconnaissance. « Vous courez Oak Ridge, n'est-ce pas » il a demandé. Ma mâchoire s'est resserrée, sans savoir où cela allait. « Ouais » j'ai répondu avec prudence. « Tu le sais. » Entendu parler, a-t-il dit. En fait, j'ai étudié l'un de vos modèles d'itinéraire lors d'un séminaire avant de quitter la logistique à feuilles persistantes. Bon travail. Cela m'a pris au dépourvu. Les compliments n'ont pas été faciles à faire. Les vrais de toute façon. Mais il l'a dit comme un père, pas une faveur, pas une blague. Cela a installé quelque chose en moi. Nous avons parlé pendant près d'une heure de la fumée du grill et des potins des oncles, la logistique, les tendances des achats, les solutions de livraison du dernier kilomètre, les choses que je gardais habituellement pour moi. Mais Brian, il a parlé ma langue. Et plus que cela, il a compris d'où je venais. Ce n'était pas quelqu'un qui avait eu la tâche facile. L'épuisement professionnel l'avait fait sortir de la vie d'entreprise, mais les ambitions ont encore chaché juste sous sa surface. Il a posé des questions comme quelqu'un qui n'avait pas encore fini de construire. À la fin de la conversation, nous avions échangé des chiffres. « Nous parlons » a-t-il dit. « Je pense que nous pourrions faire quelque chose à la maison. » Après que Miles dormait, Ava s'est recroquevillée à côté de moi sur le canapé, la tête sur mon épaule. « Cela ressemblait à plus que de petites conversations polies » a-t-elle déclaré. « Ça pourrait être. » J'ai admis qu'il était intelligent, connaît l'entreprise. Elle sourit. « C'est drôle, n'est-ce pas ? Que tout cela a commencé parce que votre femme vous a traîné dans un barbecue en famille. » J'ai ri tranquillement et j'ai embrassé ses cheveux. Traîner est un mot fort. Pousser doucement vers le destin, peut-être. 2 semaines plus tard, Brian et moi nous sommes rencontrés dans un café et avons décrit ce qui allait devenir le premier saut majeur d'Oak Ridge. Expansion régionale, à commencer par les entrepôts dans 2 États voisins. Il a proposé de venir en tant que COO. Pas d'ego, pas de grandeur, juste une structure, une expérience. Il avait la vision et les cicatrices. J'ai eu l'élan et la faim. Ensemble, nous pourrions étirer Oak Ridge au-delà. De tout ce que je a osé rêver dans cet appartement plus mince il y a des années. J'ai apporté la proposition à Ava avant de faire un pas. Elle a lu avec soigneusement les pages,
se retournant entre les graphiques et les notes tout en remuant son thé. « Tu lui fais confiance » a-t-elle demandé enfin. « Oui, dis-je sans pause. Et il respecte ce que nous avons construit. Cela compte. » Elle a hoché la tête. Ensuite, il est temps. Amener Brian, c'était comme passer de la lumière aux bougies à la lumière. Je n'avais même pas été abonné. Pour Ava, pour chaque version de moi-même qui était une fois assis dans une pièce froide en se demandant comment étirer $20 d'une semaine de facture. Brian a dit quelque chose une fois lors d'une réunion d'équipe qui m'a marqué. Le rejet sculpte l'espace pour que les bonnes personnes s'adaptent. Et peut-être que c'était ça. L'absence de mes parents. Le lent retour de la mère d'Ava. Entrée de Brian. Tout cela faisait partie du remodelage. Chaque nom que nous avons reçu a sculpté le contour d'un meilleur oui. Chaque porte du slam a fait de la place pour l'ouverture du bon. À la fin de l'été, je me tenais sur le pont de notre nouveau bureau régional, en regardant les camions sortir du lot comme des soldats en mission. Miles était à côté de moi en tenant un presse-papier et en faisant semblant de vérifier l'inventaire. Il me leva les yeux, plissa le soleil et a dit, « Papa, tu penses jamais que tu aurais tout ça ?» J'ai regardé l'entrepôt, les conducteurs agitent en s'éloignant, à la vie que nous avions construite à partir des éclats. Et j'ai dit, non, mais je savais que nous aurions quelque chose qui vaut la peine de nous battre. Il sourit et hocha la tête, satisfait. C'est cool, a-t-il dit, faisant partie de quelque chose qui a commencé avec l'amour. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste ébouriffé ses cheveux, le cœur plein, sachant qu'il comprenait quelque chose que des hommes adultes manquaient souvent. Il ne s'agissait pas des camions, des contrats ou des bâtiments. Il s'agissait de la promesse que nous avions faite dans un appartement froid et vide avec rien d'autre que de l'espoir dans nos poches. Et maintenant, 10 ans plus tard, cet espoir avait une flotte. 14 ans après que la tasse s'est brisée et que la voix de mon père a craqué l'air comme le tonnerre, j'ai reçu une lettre. Pas un email, pas un appel, une lettre réelle. Papier épais, écriture familière, ma mère. J'ai reconnu la boucle du jet et de la Joyce avant même de le retourner. L'adresse de retour était ma maison d'enfance. L'endroit où je n'avais pas mis les pieds depuis le jour où je suis sorti avec un sac à dos et une femme que personne ne voulait reconnaître. Je me tenais dans mon bureau quand je l'ai ouvert, la lumière du soleil coulant à travers les grandes fenêtres, des miles dessinant toujours sur l'étagère, le bourdonnement des voix à l'extérieur me rappelant jusqu'où j'avais parcouru. J'ai soigneusement glissé l'enveloppe, je ne sais pas s'il piquerait ou étoufferait ou les deux. La note à l'intérieur était courte. Pas de longues explications, pas d'excuses, juste cela. Nous aimerions rencontrer Miles. Tu nous manques. Veuillez envisager une visite. Je n'ai pas bougé pendant longtemps. Je regarda simplement les mots, essayant d'imaginer le moment où elle les a écrits. Mon père était-il derrière elle? Sont-ils assis à la table de la cuisine, les mains pliées comme s'ils écrivaient à un étranger éloigné? Ont-ils d'abord discuté à ce sujet? Ont-ils lutté avec la fierté auquel ils s'étaient accrochés à toutes ces années? Je ne savais pas. Et la vérité était que je m'en fichais. Ils ne connaissaient pas mon fils. Ils ne connaissaient pas le garçon qui a corrigé ses professeurs respectueusement, qui a embrassé sa maman sur la joue avant l'école tous les jours sans faute. Qui a construit un drone à partir de zéro juste pour voir s'il pouvait cartographier le quartier du ciel. Ils ne connaissaient pas les 10 anniversaires qu'il manquait. Les nuits où il s'est endormi sur ma poitrine tandis que Ava chuchotait les berceuses de la porte. Ils ne connaissaient pas la chirurgie, les jalons, les moments. Ils avaient perdu cela. Je me suis assis dans le silence de mon bureau, leurs lettres dans une main et une photo de Miles dans l'autre. Lui et moi à la foire des affaires de la jeunesse au printemps dernier, tous deux souriants, ses petites mains s'accumulant le prix qu'il avait remporté pour son prototype d'application logistique. Mon fils, ma raison, mon héritage. Ma poitrine gonflait avec quelque chose qui n'était plus assez de colère. C'était quelque chose de plus froid, quelque chose de mesuré. J'ai plié la lettre lentement et je l'ai placée dans l'enveloppe. Je n'avais pas besoin de temps pour réfléchir. Je connaissais déjà la réponse. Ce soir-là, Ava a remué la sauce dans la cuisine tandis que Miles était assis à la table en terminant les devoirs de mathématiques et en me demandant quelle était la racine carrée de 576. 24 J'ai répondu sans lever les yeux de mon téléphone. J'étais en train de créer la réponse. Simple, propre, contrôlée. Je l'ai imprimée et je l'ai scellée dans une enveloppe. Ensuite, je l'ai glissée de l'autre côté de la table vers Ava. Elle l'a lu une fois, puis encore.
Elle haussa un sourcil. Mais tu fais vraiment ça, elle a demandé. J'ai hoché la tête. Et ils veulent le rencontrer. Et ils peuvent selon mes conditions. Elle n'a pas dit oui ou non. Elle se retourna vers le poêle et dit, puis laissez-le voir. La réponse était une phrase. Vous êtes invité à visiter ce samedi. N'apportez rien. J'ai choisi ces mots délibérément, pas par dépit, mais parce que j'avais besoin d'eux pour comprendre qu'ils ne pouvaient pas réparer cela avec des cadeaux ou des excuses forcées. Ils ne se présenteraient pas avec des cookies et des histoires comme si les 14 dernières années ne s'étaient pas produites. Je voulais qu'ils entrent dans cette vie dont ils n'avaient jamais demandé et le voient complètement indéniablement pour ce qu'il était devenu. Non pas parce que j'avais besoin de leur approbation, mais parce qu'ils devaient voir ce que leur silence leur avait coûté. Je ne leur ai rien dit sur notre maison. Pas sur l'entrée de pierre et de verre moderne, ou la façon dont la lumière frappe la cuisine chaque matin comme si elle était peinte par une main prudente et aimante. Je ne leur ai pas dit que Miles était sur le tableau d'honneur, qu'Ava dirigeait son propre organisme à but non lucratif maintenant, aidant les adolescentes à naviguer dans un système qui leur a trop souvent échoué. Je ne leur ai pas parlé du nouveau partenariat d'Oak Bridge avec un fournisseur national, ni que notre nom était apparu à Forbes de moins de 10 petites entreprises à regarder. Je ne leur ai rien dit parce que s'ils voulaient vraiment nous connaître, ils devraient faire ce qu'ils n'avaient pas fait depuis 14 ans, se présente. 7. Semaine s'est écoulée comme une marée lente, chaque jour plus lourde que la précédente. Miles savait que quelque chose se passait. Il a demandé si nous nous attendions à la compagnie. Je l'ai assis, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit la vérité, que ses grands-parents voulaient le rencontrer, qu'ils n'avaient pas été là, non pas à cause de lui, mais parce qu'ils avaient fait un choix il y a des années avec lesquels nous n'avions jamais accepté. Il a demandé s'il devait les rencontrer. Je lui ai dit non, c'était aussi sa décision. Il a hoché la tête et a dit, je veux, mais je veux être prêt. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Je lui ai fait confiance. Samedi matin. L'air était net et clair. Ava vêtue d'un chemisier et d'un jean simple. Miles a choisi un pull gris et un pantalon sombre comme s'il présentait quelque chose d'important. Peut-être qu'il était. J'ai entendu la portière de la voiture à l'extérieur avant de les voir. La voix de mon père plus bas maintenant. Agelinée. Le rire nerveux de ma mère. J'ai ouvert la porte avant de pouvoir frapper. Ils ont gelé sur le porche. Mon père dans un costume de la marine qui ne convenait plus tout à fait. Ma mère dans un châle dont je me souvenais vaguement de l'église quand j'étais enfant. Son sourire a été forcé. Le sien était absent. Ils m'ont regardé devant la maison derrière moi au foyer allumé par des appliques douces. La salle bordait de photographies encadrées d'une famille qu'ils ne connaissaient pas. Je n'ai pas bougé pour les serrer dans mes bras. N'a pas atteint leur manteau. Je viens de dire « Entrez ». Et s'est écarté. Ils se déplaçaient lentement, les yeux se dressant comme des touristes dans un musée de la vie de quelqu'un d'autre. Puis Miles est descendu dans les escaliers, calme, mesurait chaque petit-fils de son père. Il s'approcha d'eux, tendit la main et dit « Ravi de vous rencontrer ». Ils avaient à peine le temps de répondre avant qu'il ne pénètre dans sa poche arrière et leur remettait 2 photos. L'un de lui et moi à la foire des affaires, l'un de moi sur scène en acceptant le prix de l'entrepreneuriat. Il n'a rien dit d'autre. Il se tenait là à regarder. Mon père regarda la photo, les yeux vitreux. La main de ma mère secoua. Elle pressa une paume tremblante à ses lèvres et un sob calme s'est échappé. Miles me regarda. Je lui ai donné le plus petit hochement de tête. Puis je me suis tourné vers mes parents et j'ai dit la seule chose que j'avais attendu 14 ans pour dire. Vous n'avez jamais demandé ce que j'avais fait. Maintenant, vous le voyez. Et dans ce silence alors qu'ils se tenaient au milieu d'une vie qu'ils avaient abandonnée. J'ai finalement ressenti le changement. Le pouvoir, la douleur, les années, ils étaient tous visibles maintenant. Non expliqués, pas justifiés, juste présents. Et c'était suffisant. Le jour où j'ai envoyé cette invitation, je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas non plus en colère. J'avais l'impression de fermer enfin une porte que j'avais continué à craquer trop longtemps, en espérant que peut-être, juste peut-être, ils regarderaient et me verraient, voir Ava, voir Miles. Mais ils ne l'ont jamais fait. Pas jusqu'à présent. Et donc quand j'ai écrit ces 5 mots, vous êtes invités à visiter ce samedi, je ne les ai pas enlacés avec chaleur ou amertume, juste la vérité. N'apportais-je rien, j'ai ajouté, non pas comme un commandement, mais une frontière, pas de fleurs, pas d'offre de paix, pas d'excuses groupées en cellophane.
S'ils voulaient venir, ils viendraient dépouillés de prétentions, exposés à la vie sur laquelle ils avaient tourné le dos. Je ne leur ai pas dit dans quoi ils entreraient. Pas par mesquinerie, mais parce que je n'avais pas besoin d'eux pour se préparer à qui j'étais devenu. Laissez-les les frapper dans l'instant. Laissez-les franchir la porte en s'attendant à voir ce garçon avec des poches vides et rencontrer l'homme qui a construit quelque chose de tout ce qu'ils pensaient le ruiner. Je ne leur ai pas parlé du foyer avec les murs blancs propres et les prises encadrées de Miles ou le long couloir bordé de photos de famille, des premiers pas, des diplômés préscolaires, nos premières vacances sur la côte. Je ne leur ai pas parlé du jardin qu'Ava avait grandi à partir de zéro, ou le chêne que nous avons planté dans la cour, les Miles nommés Victoire. Je ne leur ai pas dit que Miles avait appris à lier une égalité avant l'âge de 10 ans. Il a parlé comme quelqu'un 2 fois son âge et écouté quelqu'un de plus âgé. Je ne leur ai pas dit qu'Ava dirigeait un organisme à but non lucratif maintenant, ou qu'elle avait été sur les nouvelles locales le mois dernier en parlant de plaidoyer pour les jeunes. Je ne leur ai pas parlé des dîners communautaires que nous avons organisés, ni de la façon dont nos voisins ont toujours frappé quand ils avaient besoin d'aide avant d'appeler quelqu'un d'autre. Parce que s'ils venaient rencontrer Miles, je voulais qu'ils voient tout, non organisé, pas adouci, juste la vie dont ils ont choisi de ne pas faire partie. Demanda Ava une fois tranquillement, avec prudence, si j'en étais sûr, non pas parce qu'elle ne voulait pas qu'elle vienne, mais parce qu'elle savait ce qu'il m'avait fallu pour que je devienne un homme sans leur approbation. Je lui ai dit que je ne les invitais pas dans nos vies. Je leur donnais une chance d'assister à la vie dont ils s'étaient éloignés. C'était tout. Pas de promesses, pas de douveur. Elle hocha la tête, ses doigts se sont empressés dans le mien et ont dit, puis je me tiendrai à côté de vous comme toujours. Samedi est venu vite. La maison était propre, mais pas mise en scène. Ava a cuit, pas pour eux, mais parce que c'était quelque chose qu'elle faisait tous les samedis. Miles a pratiqué le piano ce matin-là et j'ai laissé le son remplir la maison. S'ils se présentaient, je voulais qu'ils entendent à quoi ressemblait une décennie de présence. S'ils ne l'ont pas fait, eh bien, nous continuerons de vivre. Nous avions déjà prouvé que nous le pouvions. Et quand le moment est venu, je n'ai pas rythmé. Je n'ai pas tressailli. Je me suis juste assis près de la fenêtre avant en attendant. Pas pour la rédemption, pas pour les retrouvailles, juste pour qu'ils puissent le voir. Ils sont arrivés tôt. Pas de façon dramatique, mais juste assez pour me rappeler comment ils fonctionnaient. 10 minutes à l'avance, scannant toujours la pièce comme si elle le possédait. Mais ce n'était pas leur maison. Ce n'était pas leur moment. Mon père est sorti de la voiture dans un costume de la marine qui s'accrochait à son cadre, la cravate trop serrée pour le confort. Ma mère a suivi, serrant son sac comme il pourrait la garder de tout ce qui attendait au-delà de notre porte d'entrée. Ils levèrent les yeux vers la maison de la pierre propre, l'entrée en verre élégante, le jardin garni à la perfection, et je les ai regardés geler. Ils ne s'y attendaient pas. Bon. J'ai ouvert la porte avant de pouvoir frapper. Il n'y a pas eu de câlin, pas de salutations essoufflées, juste un lourd silence entre nous qui disait plus que des mots. Entrez, dis-je, et ils l'ont fait lentement, avec hésitation. Leurs yeux se sont éloignés de l'escalier, l'art sur les murs, le bourdonnement de la musique classique s'évanouit en arrière-plan. Je les ai regardés prendre tout comme des touristes dans un musée de la vie de quelqu'un d'autre. Puis Miles est apparu au sommet des escaliers, calme et composé, portant son pull gris et son pantalon de la marine comme s'il était né dans des moments comme celui-ci. Il n'a pas hésité. Il descendait chaque pas avec une certitude silencieuse, se dirigea directement vers eux et tendit la main. « Salut, je suis des kilomètres, dit-il, sa voix claire. Eux-mêmes. » Ma mère cligna des yeux rapidement. Mon père resta immobile. Avant de pouvoir répondre, Miles a atteint sa poche arrière et a sorti 2 photos. L'un de nous à la foire des affaires de la jeunesse où il avait remporté la première place. L'un de moi sur la scène en acceptant le prix régional entrepreneurial. Il les a remis sans un mot. Les mains de mon père tremblaient légèrement alors qu'il prenait les photos. Ma mère regarda la sienne, la bouche se séparant comme elle voulait parler, mais ne pouvait pas. Ses yeux relevaient. Mon père a baissé lentement sa photo, son regard se verrouilla sur moi maintenant. Mais je n'attendais pas leur réaction. Vous n'avez jamais demandé ce que j'avais fait, dis-je, mon niveau de voix stable. Maintenant, vous le voyez. Miles se tenait à côté de moi, grand pour 10 ans, toujours et fier. Ma mère a fait un pas en avant comme si elle atteignait quelque chose qu'elle avait déjà perdu. Mais je n'ai pas bougé, et Miles non plus. À ce moment-là, tout ce qu'ils avaient manqué, chaque anniversaire, chaque genou gratté,
chaque victoire et le revers pendaient dans l'espace entre nous, indéniable et irréversible. Il n'y avait aucun discours qu'il pouvait prononcer, aucune larme qui pouvait le défaire. Il n'y avait que la vérité devant eux, vivante, accomplie et entière sans eux. Nous nous sommes assis dans le salon, pas en face les uns des autres comme de vieux amis qui se rattrapent, mais dans deux mondes séparés divisés par des sous-verts de table basse et 14 ans de silence. Ava avait fait un pot de café. Elle n'a pas demandé s'ils en voulaient. Elle a simplement versé 2 tasses et les a déposées. Pas de crème, pas de sucre, juste la vérité servie noire. Elle ne parlait pas, même pas lorsque ma mère a chuchoté son nom. Elle hocha la tête une fois, prenait un siège sur le bord du canapé à côté des kilomètres, et garda soigneusement les mains sur ses genoux. C'était toute la grâce qu'elle leur devait. La pièce était calme, le genre de calme qui retient son souffle, attendant que quelqu'un le brise. Mon père s'éclaircit la gorge. Ma mère jaillit les mains fermement, ses jointures en blanc. Elle regarda autour de lui, les yeux attrapant la cheminée, la photo de famille encadrée au-dessus du manteau, les planchers en bois poli. « Votre maison est magnifique », a-t-elle déclaré. Ce n'étaient pas des excuses, mais je suppose que c'était la plus proche qu'elle pouvait offrir. J'ai hoché la tête une fois. Je n'ai pas dit merci. Mon père s'est penché en avant, des coudes sur ses genoux comme s'il se préparait à livrer un sermon. Nous avions tort, a-t-il dit, et sa voix craquait légèrement, comme si quelque chose en lui s'effilochait. Nous avons pensé que nous faisions ce qui était le mieux. Nous ne savions pas comment le gérer. Nous ne nous attendions pas, il s'est arrêté court, les mots qui se balançaient dans les airs comme s'ils pourraient prendre feu. Vous ne vous attendiez pas à ce que je survis. J'ai fini pour lui. Il a tressailli. Tout comme ma mère. Mais je n'étais pas en colère. Plus maintenant. Je venais de finir. Je pensais que je ne mettrais pas la voix. Je ne suis pas nécessaire. Miles était assis silencieusement à côté de Ava, son visage illisible, ses mains se reposant dans son tour comme il avait pris des notes mentales si jeune. Nous pensions que vous jetiez tout. Je l'ai regardé depuis longtemps. Vous ne m'avez pas simplement abandonné, j'ai dit. Vous m'avez effacé. Vous avez choisi la fierté de la présence. Et quand vous avez réalisé que je n'avais pas besoin de vous, vous êtes resté parti. Ava a légèrement déplacé. Pour mes parents, je ne me suis pas encore rendu compte que mes parents pliage. Je suis content que vous n'étiez pas là. Les mails sont répétés, les yeux stables. Parce que maman et papa ont fait très bien sans vous. Et je ne pense pas que je serais ce que je suis si vous l'aviez été. C'était le couteau le plus gentil et le plus vif que j'ai jamais vu exercer en vérité. Et il ne l'avait pas dit avec cruauté. Amer, juste final. Mon père se tenait lentement, sa veste de costume froissée de la tension dans ses épaules. Ma mère a hésité. Allons-nous vous revoir, elle a demandé. C'était une question trempée dans des années d'absence. Cela dépend, ai-je répondu. Pas sur moi. Sur ce que vous faites avec ce que vous avez vu aujourd'hui. Ils sont sortis dans la lumière de l'après-midi, clignotant comme des gens qui viennent de quitter un théâtre qu'ils ne comprenaient pas. Je ne les ai pas embrassés. Je n'ai pas dit au revoir. Je les ai juste regardés marcher jusqu'à leur voiture, faire une pause et regarder en arrière une fois. J'ai fermé la porte avant de pouvoir agiter. À l'intérieur, Ava a expiré. Miles se leva et se dirigea vers la cuisine. Pouvons-nous commander thaï ce soir? Il a appelé. Ava rit. Seulement si vous mangez le brocoli cette fois. La vie a repris. Aussi simple et miraculeux que cela. Je suis allé à mon bureau, je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé le chêne dans l'arrière-cour, celui que nous avons planté l'année où nous avons acheté la maison. Il était devenu grand, des branches s'étendant largement comme si elles revendiquaient son espace dans le ciel. Comme s'il appartenait ici, comme s'il n'avait jamais été un jeune arbre à combattre à travers une saleté peu profonde et un soleil sec. Cet arbre était ma vie, enraciné dans la lutte, façonné par les tempêtes, mais toujours debout, toujours en croissance. Je ne me sentais pas plus léger. La fermeture ne flotte pas comme une brise et ne transporte le poids. La fermeture est une porte que vous vous fermez. Non verrouillée, juste fermée. Vous n'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse. Vous choisissez d'arrêter d'attendre, et dans ce choix, vous trouvez la paix. Je suis retourné à la cuisine, j'ai glissé mes bras autour de la taille d'Ava alors qu'elle versait du thé et l'embrassait la joue. Elle se pencha en moi avec le genre de facilité qui ne vient que de l'office tous les jours.
Ça va, elle a demandé. J'ai hoché la tête. Plus que bien. Miles a jeté un coup d'œil au coin de la rue, en levant son cartnel. J'ai fait un dessin du chêne, a-t-il déclaré. Ça a l'air fort. J'ai souri. C'est parce que c'est le cas. Et juste comme ça, le passé n'a pas disparu. Il s'est juste écarté. Le garçon qu'ils ont laissé derrière lui avait disparu. L'homme qui se tenait à sa place n'avait plus rien à prouver. Seul tout ce qui reste pour vivre.